comme des pétales qui fleurissent intensément avant de tomber avec grâce. Une vie immortelle, en revanche, peut être vide et sans sens. Il écrase un verre de vin à main nue et compare ce genre d'existence à une herbe invasive qui ne fleurit jamais. Finalement, levant les yeux vers le ciel, il déclare que Maître Dalle sera le bienvenu. Parce qu'à son avis, le garçon est la seule personne capable de combler cette vacuité. Plus tard, Dalle voyage en carrosse à côté de Bâle et ses filles. En chemin, il montre une certaine agitation avec le long trajet, tandis que Bâle le regarde en silence. Depuis le jour où elle l'a vu. Sa vraie forme, le mage n'a pas pu parler avec lui de la même facilité qu'avant. L'image de ce moment est encore vive dans son esprit, sans explication qu'elle puisse trouver pour l'adoucir. L'île semble visiblement mal à l'aise. La voiture approche la tour rouge des magies. Des soldats armés apparaissent pour les accueillir. Dalle sort du véhicule et commence à marcher lentement alors qu'une voix annonce que le maître de maison saxon honore leur présence. Ils arrivent à l'académie impériale, attachés à la tour. L'homme aux cheveux rouges approche avec un sourire contenu. C'est Marquis Ullius, qui fait une révérence élégante et déclare que tout le monde attendait l'arrivée du jeune maître. Dalle répond qu'il est également reconnaissant pour l'invitation. Ulysse remarque que plutôt que de rester uniquement un savant, le jeune homme a choisi la voie des champs de bataille et que cette décision porte une immense valeur. Des histoires de ses exploits commencent déjà à se répandre dans tout l'Empire. Dalle garde son expression fermée, indifférent aux louanges. Cet homme était celui qui s'est allié avec les barbares et a réduit les chevaliers du Corbeau Noir en cendres sous ses propres yeux. Même ainsi, il doit tout endurer en silence pour le moment. Ulysse continue de dire que chaque fois qu'il entend des rumeurs sur le pouvoir du prince noir, il ne peut s'empêcher d'être impressionné. Musique Dalle répond que les histoires ont tendance à être exagérées. Le marquis insiste en déclarant que ce talent extraordinaire est exactement ce que l'Académie souhaite accueillir et tend la main en salutation. Dalle ignore simplement le geste. Il passe sans répondre. Avec sa main sur son cœur, il offre un salut respectueux au peuple de l'empereur. Les hommes derrière le marquis rient doucement remarquant que le jeune homme a des manières impeccables. À l'intérieur, Dalle est extrêmement tendu. Il sait qu'il doit attendre le moment propice pour le comte saxon et que lorsque le temps sera venu, il fera plier cet homme à son propre jeu. Ulysse observe la scène avec un intérêt croissant. Il y a quelque chose de musique fascinant dans les yeux du jeune homme brûlant d'une colère silencieuse. La tour rouge des magies se dresse à l'horizon une fois encore, imposante comme toujours. À l'intérieur, un professeur conduit un cours devant une salle pleine d'étudiants. Le sujet du jour est les attributs feu et eau, des éléments opposés par nature. Mais les murmures parmi les étudiants sont sur autre chose entièrement, la présence du prince noir. Beaucoup ne peuvent toujours pas croire que le garçon ait atteint le 3e cycle à seulement 11 ans. Le marquis Ulysse l'a placé directement dans la classe la plus avancée de ce niveau et plusieurs semaines se sont déjà écoulées depuis son arrivée. L'examen de graduation approche. Terminer l'académie et devenir un mage de la Tour Rouge est pratiquement une voie garantie vers le succès parmi les nobles de l'Empire. C'est donc tout à fait naturel que les étudiants ne soient pas venus accueillir un étranger. Rien de sérieux n'était arrivé jusqu'à ce moment-là, mais Dalle sait que le marquis ne l'a pas amené là juste pour suivre des cours. Soudain, un étudiant lève la main et interrompt le professeur. C'est un garçon blond assis d'une manière relaxée et désinvolte. Son nom est Léonard. Il se plaint que le cours est trop ennuyeux, et le professeur, visiblement prudent, s'excuse et demande au jeune homme ce qu'il aimerait faire. Léonard propose que, puisqu'il y a une rare interaction entre les tours noirs et rouges et un jeune leur présent, il devrait y avoir quelque chose de plus intéressant. Le prince noir. Prendant part à un véritable échange entre mages. À l'intérieur de l'académie, tout fonctionne comme un petit royaume. La hiérarchie des lignées sanguines et le classement en termes de pouvoir décident qui est en charge. Dalle pense que ce garçon est probablement le héritier direct de Walter, le maître de la Tour Rouge. Léonard continue en disant que tout le monde parle de Dalle, le garçon qui a traversé le 20e étage du donjon d'essai et dirigé la bataille entre Noir et Blanc, le plus grand génie musique de l'Empire. Et c'est exactement pourquoi il veut voir ce talent de ses propres yeux. Dalle laisse échapper un sourire léger. Calmement, il répond que les rumeurs ont tendance à grandir dans les esprits de ceux qui les entendent. Léonard rétorque que des mots jolis sont faciles. Il veut voir une action réelle. Avec un sourire confiant, Dalle accepte le défi. Un court moment plus tard, les deux font face l'un à l'autre dans la pièce. Le professeur, mal à l'aise, demande si Dalle est au courant des règles pour les échanges d'attaques magiques. Pour quelqu'un de la frontière nord, ce genre de spectacle semble excessif. Après tout, ils sont en classe avancée du 3e cycle dans une académie impériale. Dalle regarde le professeur et suggère l'utilisation d'un collier de points de vie. Il explique qu'il serait trop dangereux de se battre sans protection. Si quelqu'un musique est sérieusement blessé ou meurt, quelqu'un devra en répondre. Et il souligne que dans certains moments, la magie peut être utilisée avec l'intention de tuer. Les mots mettent le professeur visiblement sur les nerfs. Désespéré, il annonce que le duel est annulé, ou qu'ils au moins utilisent le collier de protection. Léonard attrape le professeur par le collet. Il dit qu'il n'a pas besoin d'aucun dispositif pour battre un petit garnement. Il pousse l'homme et lui dit de se taire et juste regarder. Dalle le provoque, demandant combien de temps son adversaire prévoit de rester là à ne rien faire. Léonard propose alors une condition. Si Dalle perd, il sera disqualifié pour la graduation et exclu de la classe. Si Léonard perd, il renonce à son droit de passer l'examen final.
Dal est déjà en train de canaliser ses épées d'ombre. Il considère l'offre un moment et accepte sans hésitation, souriant. Léonard commence à accumuler de l'énergie. Une immense vague de feu prend forme dans ses mains, les flammes se déplaçant comme une serpente vivante, tournant dans l'air avec intensité. Tous deux avancent en même temps. Le duel est intense dès le premier moment. Les coups sont échangés sans interruption, et le choc entre les magies provoque de petites explosions autour d'eux. Les étudiants regardent, surpris, ressentant la pression du vent généré par les attaques. Certains peinent à suivre les mouvements. Les yeux de Dal s'écarquillent. Son adversaire n'est pas un combattant ordinaire. En une attaque rapide, il frappe directement contre le flux de feu. Léonard recule et se réoriente rapidement, prêt pour son prochain coup. Dal lève son épée avec force, prêt à terminer le combat. Puis quelque chose d'inattendu arrive. Une explosion éclate près de son visage. Dal est touché, ses vêtements partiellement en feu. Confus, il regarde autour de lui pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et réalise qu'un autre étudiant a interféré dans le duel. Dal fixe Léonard et se demande si cela compte comme un échange juste. Le blond rit, feignant de ne pas comprendre l'accusation. Il dit que ce n'est pas à propos d'alliés, mais que tout le monde là-bas est gêné par la présence du garçon. Puis il lance un regard menaçant au professeur et lui intime de ne même pas penser à rapporter ce qui s'est passé. Si le père de Léonard apprend cela, la position du professeur sera en jeu. Ligne. Retournant vers Dal, Léonard demande s'il veut continuer. Après tout, ce duel décidera qui possède le véritable talent. Au lieu d'attaquer, Dal baisse ses bras. Il propose de l'arrêter là. S'ils arrêtent maintenant, ils peuvent encore traiter cela comme une erreur. Léonard refuse. Dal dit à la blonde de regarder autour. L'environnement change complètement. La pièce disparaît et laisse place à une forêt sombre sous le ciel nocturne. Les étudiants commencent à remarquer que quelque chose ne va pas. Tout le mana semble avoir disparu. Avec un sourire sarcastique, Dal remarque que c'est pitoyable, et il provoque en demandant quel genre de mage des flammes laisse ses propres flammes s'éteindre si facilement. Dal déclare que c'est son monde maintenant, et qu'ici, Léonard pourrait à peine allumer une seule flamme. Il lève la main et tire des éclats d'énergie sombre vers les étudiants, comme s'il n'était rien de plus qu'une nuisance. L'énergie se transforme en tentacules sombres qui, en quelques instants, entourent tous les coups de colère. Il demande comment l'homme a osé parler au nom de la maison Walter et interférer ainsi, salissant sa réputation. Désespéré, le professeur se jette aux pieds du blond et supplie pour obtenir pardon. Léonard lui donne un autre coup de pied et lui dit d'arrêter de dire des bêtises, l'appelant inutile. Autour d'eux, quelques personnes rient à la scène. Léonard, visiblement irrité et avec une expression tendue, ordonne à tout le monde de partir. Avec un regard plein de haine, il leur dit de prendre le professeur et de le faire sortir. Il veut être seul. Les gens aident l'homme à se relever et le retirent de la zone. Une des jeunes femmes murmure sous son souffle que le garçon n'a peut-être pas autant de pouvoir après tout, mais que son tempérament s'est beaucoup aggravé, et qu'il serait rien sans le soutien de la maison Walter. Seul, Léonard tient un verre avec une main tremblante. Il sait qu'il ne pourra pas passer l'examen d'admission. À cette pensée, il serre si fort le verre qu'il se brise dans sa main. La coupure saigne, mais tout ce qu'il ressent est de la rage. Une nouvelle présence apparaît. Musique l'une voix remarque que c'était un spectacle assez intéressant. Léonard sursaute et demande qui a osé entrer sans permission. L'homme aux cheveux rouges répond froidement, pour le fils aîné de la maison Walter, c'était une prestation pitoyable. C'est le Lord Cramoisi. Reconnaissant-le, le jeune homme devient visiblement mal à l'aise et demande pourquoi il est là. L'homme aux cheveux rouges dit que la journée n'a pas été satisfaisante du tout. Léonard baisse la tête et demande si le Lord est venu pour se moquer de lui. L'homme répond qu'en ce cas, il serait parti depuis longtemps. Il est venu parce qu'il voit encore un potentiel ici. Il tend alors au jeune homme un objet mystérieux. Avec une pierre rouge. Il dit que si elle est utilisée correctement, elle peut facilement effacer l'humiliation qu'il a subie, mais qu'il y aura un prix. Confus, Musique Léonard demande pourquoi il reçoit cela. Le homme aux cheveux rouges répond que ce serait une perte de laisser un talent prometteur abandonné si facilement, mais il prévient, ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser cet artefact. Si quelqu'un non préparé essaie de le manier, ils seront consumés par les flammes avant même d'accéder à son pouvoir. Avec un regard sombre, le seigneur Cramoisi déclare que si Léonard supporte cela, cela deviendra une opportunité. Sinon, ce sera simplement l'étincelle qui accélérera sa propre chute. Le choix est le sien. Le choix est. Léonard se souvient que c'était censé être le début de son ascension, le moment où il atteindrait le sommet. Sans hésitation, il accepte Musique l'offre. À des kilomètres d'ici, un dortoir a encore ses lumières allumées. Dans la chambre, Dal s'entraîne en silence, modelant son aura avec concentration. Alors qu'il travaille, il réfléchit que Yuli ne l'a pas amené ici juste pour gérer ses gamins. Les étudiants de l'académie sont un jeu comparé à ce qu'il a déjà affronté. Musique le marquis vise quelque chose de beaucoup plus grand. Soudain, quelqu'un frappe à la porte en appelant son nom. Dal reconnaît la voix de Cepheus et va ouvrir sans délai. Voyant son sourire, il invite le maître à entrer. Un certain temps plus tard, les deux sont dans la chambre et le silence entre eux devient légèrement gênant. Essayant de briser la tension, Dal remercie pour l'avoir accompagné jusqu'à la capitale. Cepheus sourit chaleureusement en regardant son Musique l'étudiant et demande comment se passent les cours à l'académie.
Il répond qu'ils ne viennent pas près des siens, et un instant plus tard une légère rougeur traverse son visage. La mage dit qu'elle a vu son expression ce jour-là, pleine de ressentiment, alors qu'il perdait ses musiques chevaliers. Elle s'excuse pour cela. Surprise, Dal lui demande immédiatement de ne pas se blâmer. Il dit que depuis le début, c'est elle qui l'a protégé et que la faute pour avoir perdu le gladiateur est entièrement la sienne. Séphia prend doucement sa main et secoue la tête. Avec un sourire doux, elle lui rappelle qu'elle a promis d'être à ses côtés depuis le début, mais que cette promesse n'était pas seulement pour le protéger. Elle ne veut également pas le voir triste. L'elfe l'enlace étroitement. Elle avoue qu'elle ne comprend pas complètement pourquoi quelqu'un si jeune porte un regard si vide dans les yeux, mais elle fait clairement savoir que cela n'a pas d'importance. Elle restera à ses côtés quoi qu'il arrive. Dal lui rend l'étreinte et remercie son enseignant. Quelques jours passent. La scène revient au tour rouge de magie. L'examen de fin d'études approche, et un nouveau duel est sur le point de commencer, cette fois entre Dal et Valor. Soudain Léonard apparaît et demande à tout le monde. Son expression est lourde de contrariété. Le professeur avance et prévient que la classe a déjà commencé, et qu'une autre interruption entraînera des sanctions. Avec mépris, Léonard questionne quand cet homme a jamais été utile, et passe devant lui avec un reniflement dédaigneux. Déjà en canalisation de son courant de feu, le blond déclare qu'il est venu pour mettre fin à tout cela. Il exige un duel une fois pour toutes pour décider qui est vraiment le talent le plus fort de l'Empire. Avant que quiconque puisse comprendre ce qui se passe, le combat éclate. Des explosions retentissent dans la salle les unes après les autres. Léonard charge en avançant en tenue, attaquant sans relâche. Il tourne. Chaîne de feu à travers l'air et lance coup après coup. Même sous cette pression, son adversaire parvient à esquiver tout. Le blond le provoque, demandant où est passée toute cette arrogance. Jusque-là, l'autre n'a fait que courir. En pleine attaque, Léonard déclare qu'il commence enfin à s'habituer à ce pouvoir, musique et qu'à présent il pourra aller bien au-delà parce que le plus grand talent de l'Empire est lui. Ce qu'il utilise s'appelle Overclock, une technique qui force le cercle magique à tourner au-delà de ses limites naturelles. Le bracelet en cristal rubis est ce qui alimente l'excès de mana, et il est clair que Léonard avait caché intentionnellement pour utiliser dans ce duel. Le problème est évident, son corps n'a jamais été construit pour gérer cela. S'il perd le contrôle, il sera consumé par son propre énergie. Même ainsi, musique Léonard demande si son adversaire croit vraiment avoir le droit de se dire le meilleur et déclare que cette fois-ci ce sera lui à faire souffrir l'autre. La chaîne de feu descend fort, mais le jeune homme bloque le coup avec musique son épée. Les explosions autour d'eux commencent à effrayer les étudiants, et le professeur paniqué ordonne une évacuation immédiate. Le combat continue à pleine intensité. Dal esquive les attaques, mais se fait finalement griffer sur la joue. Les yeux brûlants, Léonard le provoque encore, disant que le sentiment est décevant, que son rival ne combat pas, il court seulement. Il demande pourquoi il ne libère pas ce monde dont il parle tant. Dal répond avec un calme troublant qu'il n'a pas besoin de cela pour gérer lui. Il change sa prise sur l'épée et porte une frappe précise. La lame tranche la chaîne de feu en deux nets. Léonard regarde, abasourdi, son arme être détruite. Le jeune homme dit qu'il y a encore du temps pour se rendre et lui demande de jeter l'artefact, que cette douleur ne doit pas être facile à supporter. L'objet pourrait détruire son corps avant toute victoire. Il n'y a aucun point à pousser au-delà des limites qui ne peuvent pas être soutenues. À un moment donné il y aura plus de retour. Irrité, Léonard crie pour qu'il arrête de parler, demande qui Dal pense qu'il est pour décider ses limites et déclare qu'il n'a nulle part où revenir depuis longtemps, qu'il fera sentir à l'autre ce dont il est capable. Après tout, il est le plus grand génie de l'Empire, Léonard Walter. Les flammes se répandent dans toute la zone et consomment tout autour d'eux. Le blond commence à rire, complètement pris par la folie. Entre rire, il prétend avoir atteint le 4e cercle, dit que cette mer de flammes est son propre monde, et que là-dedans c'est l'adversaire qui mourra. Le monde mental de Léonard commence à se manifester, forcé par l'artefact, mais quelque chose ne va pas. La projection est instable, distordue, musique une réflexion d'un esprit au bord de la rupture. Des souvenirs du père de Léonard émergent, disant que son succès n'est même pas suffisant pour soutenir le nom des Walter. Les émotions débordent et se mêlent aux alentours. Ce monde ne révèle pas de pouvoir, il révèle la désespérance. Finalement, il est rien qu'un garçon perdu. Avec une froideur posée, Dal décide de répondre. Il dit qu'il montrera le vrai monde mental que l'autre voulait voir si fort. De l'énergie sombre commence à se construire autour de lui et demande si Léonard pourra gérer toute la rage et le vide qu'il a avalé tout au long de sa vie. Sans hésiter, il libère une énergie noire et terrifiante vers le blond. L'expression de Léonard passe de la colère à la désespérance. Les terribles souvenirs de la vie passée de Dal commencent à défiler devant ses yeux, un après l'autre. Les visions sont si lourdes que le blond tombe au sol, incapable de bouger. Dal fait un pas vers lui et demande s'il ne voulait pas exactement cela, dit que c'est le prix à payer pour un talent comme le sien, et d'une voix sinistre, demande si Léonard est prêt à le payer. Plus tard, les deux reviennent dans la pièce. Le blond commence à s'excuser de n'avoir pas reconnu Dal. L'instituteur arrive juste à ce moment-là, secoué. Musique la vue de Léonard à genoux est quelque chose d'impossible à croire. Dal leur a demandé de conduire le garçon à l'hôpital. Léonard Walter est méconnaissable, comme s'il était tombé dans un vide auquel il ne pouvait pas échapper. Et ainsi, l'incident à l'académie prenait fin. Léonard a demandé une absence pour raisons personnelles, et les rumeurs n'ont pas mis longtemps.
Les gens disaient que le garçon avait perdu la tête. Plus tard, un orage éclate dans un autre endroit. Quelqu'un crie au sujet de la lignée sanguine des Walter. Un homme serre son poing et demande comment cela a pu arriver. Assis sur son trône, il maudit Dal de Saxon et toute sa famille. C'est Walter, le patriarche du 6e cercle de la tour de magie et comte de la maison Walter. Un homme approche, appelant le seigneur. C'est Yuli. D'un ton mesuré, il dit qu'il peut seulement imaginer à quel point cela doit être difficile d'arriver humilié comme ça, et qu'il comprend parfaitement pourquoi Walter a oublié sa propre position et a montré une telle hostilité envers le garçon. Walter dénie immédiatement, affirmant ne pas éprouver de sentiments hostiles envers le fils aîné de la maison Saxon. Il plaide pour qu'il n'y ait aucune méprise. Yuli explique qu'il est venu seulement pour aider le grand seigneur à obtenir sa vengeance. Dans ses mains, il tient un artefact. De retour à l'académie de la Tour Rouge, le ciel est déjà dégagé. Les élèves commentent que l'instituteur est en retard. Dal pense à Léonard, un adversaire bien plus faible qu'il ne s'y attendait, mais il doute que Yuli reste inactif après ce qui s'est passé. Puis la porte de la salle de classe s'ouvre, et les yeux de Dal s'écarquillent. C'est Yuli lui-même. Il annonce qu'il prendra la place de l'instituteur. Dal n'avait pas prévu que le rouquin viendrait en personne et commence à calculer ce que cet homme prévoit. Yuli commence à parler de l'histoire de cet endroit. Il mentionne que Léonard Walter portait des attentes impossibles, et par conséquent, tout le monde autour de lui s'est incliné, intimidé par la réputation plus que par un véritable talent. Le rouquin dit qu'il connaît bien les rumeurs sur la chute du blond, mais si tout le monde est secoué par quelqu'un sans véritable talent, alors ils doivent apprendre à se comporter mieux, car maintenant ils sont sous son guide. Sans s'attarder sur le sujet, il passe directement au fait. Le thème du cours sera l'histoire. L'annonce prend Dal de court et ses yeux s'écarquillent. Yuli commence à expliquer que la guerre d'unification de l'Empire était une période marquée par des morts commises au nom d'une justice supérieure. Pendant cette époque, les Tours Noirs et Rouges ont créé une unité non officielle sous le prétexte de coopération académique, une association pour maintenir l'équilibre après le conflit. Cette unité s'appelait Executor PNV. Le nom résonne dans la tête de Dal, le rendant encore plus vigilant. Pourquoi ce sujet enfoui dans l'ombre était-il ressorti maintenant? Yuli continue, musique derrière les discours sur la recherche de vérité et de justice, l'unité à mener. Expérience sur les prisonniers de guerre. Des gens brûlés vifs, des corps mutilés, recousus et reconstruits encore et encore. Pour eux, l'éthique et la morale n'étaient rien de plus que des luxes dispensables. Les étudiants sont choqués, incapables de croire ce qu'ils entendent. Yuli montre sa déception à leur réaction. Il affirme que tout un chacun qui veut devenir mage de la Tour Rouge ne devrait pas être secoué par des questions morales aussi simples. Au contraire, il devrait se sentir fier. Même ainsi, il remarque qu'aucun d'eux ne semble à l'aise. Alors, il dirige son regard directement vers Dal. Il demande si Dal ressent également un malaise comme les autres. S'il pourrait choisir la morale au-dessus de la raison. Et il ajoute que le duc noir n'était pas différent dans le passé. Attaché par sa propre moralité, Alan a abandonné la poursuite de la vérité. Dal connaît déjà cette histoire. Après la guerre, l'Empire a essayé de maintenir l'unité active, mais Alan l'a dissoute en dernier recours et tous les dossiers ont été effacés. Yuli déclare alors qu'en voyant Dal, il a vu le véritable pouvoir d'un maître noir, un pouvoir bien au-dessus de celui de toute personne présente dans cette pièce. Il affirme que le talent du garçon est différent, capable de le transformer en quelque chose d'au-delà de l'humain, et qu'un jour il atteindra le sommet de la tour noire. Puis il tend sa main vers Dal. Il demande si Dal serait prêt à chercher la vérité à ses côtés, proposant une nouvelle alliance entre le noir et le rouge. Dal comprend immédiatement. Le rouquin veut réanimer l'exécuteur en utilisant son talent. Le garçon se lève et dit poliment qu'il apprécie la proposition, mais que des décisions comme celle-ci nécessitent de l'ordre. Son père est encore présent et en bonne santé, donc ils ne peuvent pas discuter de l'avenir tout en ignorant son autorité. Yuli écarte cette préoccupation d'un simple claquement de doigts. L'environnement se transforme complètement. La pièce disparaît, laissant place à un espace sombre et étrange. Les yeux de Dal s'écarquillent. À première vue, cela ressemble à une neige tombant autour de lui, mais en regardant plus attentivement, il voit la vérité. Ce ne sont pas des flocons de neige, ce sont des cendres flottant dans l'air. Cette scène n'est pas inconnue pour lui. Des souvenirs anciens remontent à la surface. Yuli s'approche lentement et demande si Dal ne trouve pas ce monde magnifique. Il explique que seul le garçon peut le voir. Les autres étudiants ne perçoivent rien du tout. Il décrit l'endroit avec fierté, des tours en acier gigantesques, impossibles à reproduire ailleurs. Des dragons noirs en fer traversant les cieux, capables de déchaîner des flammes au-delà de toute imagination. Soudain, quelque chose traverse le ciel au-dessus d'eux. Un engin volant apparaît et lance un missile directement vers eux deux. Le projectile tombe. C'est une bombe. Une seconde plus tard, une explosion colossale engloutit tout autour d'eux. Avec un regard de pur plaisir, Yuli demande à Dal de contempler cet empire de feu et d'acier capable de soumettre même des titans. Pour lui, cela représente le véritable sommet que les mages désespèrent de atteindre. Dal demande s'il a essayé de convoquer un héros d'un autre monde dans la poursuite de cette vérité. Yuli répond qu'il était presque juste. Il dit que l'individu convoqué avait effectivement une utilité en tant que soldat, mais n'a pas pu saisir la véritable magnitude de ce pouvoir. À cela, le garçon rit. Dans ses pensées,
il réalise que le rouquin est ignorant. Toute cette vérité a déjà été héritée par lui. Le regard de Yuli se fixe sur Dal. Il affirme que c'est exactement pourquoi il l'a amené là. Dal demande s'il veut atteindre ce pouvoir grâce à une nouvelle alliance entre le noir et le rouge. L'homme confirme sans hésitation. Il dit ensuite au garçon qu'il peut prendre tout le temps dont il a besoin pour y réfléchir. Après tout, pour lui, le temps ne vaut rien de plus que quelque chose d'insignifiant. Le rouquin commence à se préparer à clore le moment, mais ajoute un autre détail avant de le faire. Il explique que le chef de la maison Walter est amer et que l'humiliation de son fils ne sera pas oubliée. De plus, Walter était l'un des leaders de l'exécuteur ancien et l'empereur préfère que les secrets de cette unité restent cachés. Yuli fait clairement comprendre que tout cela n'est rien d'autre qu'une négociation. Même si Dal refuse la proposition et entre en conflit avec la maison Walter, il peut toujours partir libre. Mais s'il choisit d'éliminer le problème, Yuli garantit qu'il y aura une récompense à la hauteur. Avec un sourire énigmatique, il annonce la fin du cours. Il craque des doigts et une musique, le monde autour d'eux se dissout. En un instant, tout revient à la normale. Les deux sont de retour en classe comme si rien ne s'était passé. Se retournant pour partir, Yuli dit qu'il a hâte de le revoir et que bientôt les actions de Dal parleront d'elles-mêmes. La même nuit, aux confins de la capitale impériale, au domaine du duc noir, Dal s'entraîne seul. Avec les yeux fermés, il se concentre profondément en musique en ajustant son aura. La vision de la ville réduite en cendres résonne encore dans son esprit. Il réalise que, en mentionnant le héros d'un autre monde, Yuli lui envoyait un avertissement. Si le garçon refusait, il pourrait être prochain. Mais Dal décide qu'il ne laissera personne l'utiliser à nouveau. Soudain, un grand fracas brise sa concentration. Une explosion touche le toit de la résidence. Il musique se hâte d'enfiler son manteau. C'est évident que quelqu'un est arrivé. Séphia court vers lui en l'appelant par son nom avec inquiétude. Une autre explosion résonne à l'intérieur de la maison. Puis une silhouette émerge des débris. C'est Walter. L'homme fixe Dal droit dans les yeux et dit qu'il pensait qu'il s'enfuirait, mais il est ravi de le trouver là. Avec une voix froide, il demande comment le garçon a osé ruiner la vie de son fils comme ça, et il fait clairement comprendre que Dal va maintenant faire face aux conséquences.